Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du site archéologique de Alba la Romaine. Le site archéologique d'Alba la Romaine correspond à la ville gallo-romaine d'Alba Egvirum et situé près de l'actuelle ville d'Alba la Romaine, dans le département de l'Ardèche, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alba était sous l'empire gallo-romain la capitale du peuple gaulois, des Evernes, dont le territoire recouvrait la région du Bas-Vivarais. Un musée y a ouvert ses portes en octobre 2013. Musée Halt regroupe ainsi le site archéologique, le musée et les dépôts archéologiques. Vers 1800, Jean-Paul Délisser fait les premières découvertes du site. On peut supposer que la ville d'Alba avait pris au début de l'Empire romain la succession, comme souvent en Gaule, d'une agglomération antérieure. L'existence d'un oppidum proto-historique sur le plateau de Solène, au nord-ouest d'Alba, est en fait vraisemblable. L'hypothèse d'un habitat de plaine peut être simultanément retenue. Les fouilles pratiquées à l'ouest du site Saint-Père ayant livré les débris d'outillage lithique, datant de la fin du troisième millénaire, à l'emplacement de deux domus, au sud-ouest du site, Maison du sang d'Olowen. Un habitat de la Tène 3, 1er siècle avant Jésus-Christ, a par ailleurs été relevé par la découverte de céramiques importées campaniennes de type A, dont les débris ont également été recueillis à Saint-Père, ainsi que le col, Hans ou lève d'Amphior, vinaigre d'Italie et une monnaie Lobrox, émise avant le troisième quart du 1er siècle avant Jésus-Christ. D'autres oppidums sont connus sous le territoire des Helvènes, comme ceux de Zast nord et de Zats sud. Quand les Bitoses, chefs des Arvennes, peuple situé au-delà des Cévennes, fut battu en 121 avant Jésus-Christ par le consul romain Fabius Maximus, Alba était déjà le chef-lieu des Helviens, dont le territoire d'Helvie correspond sensiblement au sud du département de l'Ardèche. Leurs voisins étaient au nord les Séguviats, à l'ouest les Vélaps et les Galbalaps, au sud les Voques archécomiques. Fabius Maximus réussit à dissocier les Helviens des Alprox et des Arvennes et à les attirer par des alliances avec Rome. Il obtient les titres d'allié et ami du peuple romain, et Jules César observe lors de son arrivée en Gaule qu'ils étaient autonomes, avaient leurs propres coutumes et leur administration. Dans la décennie de 80 JC, le chef helvien Cabur obtient sous le nom de Caius Verlirus Cabrurus la citoyenneté romaine, et son fils Caius Vetrirus Procius devient l'ami de César. La politique pro-romaine des Helviens permettait à César d'installer ses forces à proximité des Arvennes. Après sa victoire, le territoire helvien et sa capitale d'Alba Helvictorium connaissent un important développement économique. Par la suite, Alba reçoit le privilège du droit latin, ce qui lui permet d'obtenir des avantages juridiques et commerciaux.
Rattachée d'abord à l'Aquitaine au temps de Strabon, il semble qu'elle soit intégrée à la Narbonnaise, point de départ des voies romaines, vers Valence, Vienne et Lyon, par la rive du Rhône. D'autre part vers Bourg-Saint-Andéol et la Narbonnaise. Enfin vers Grégovie, sans compter les routes secondaires. Sont une région agricole et surtout viticole. Centre de commerce régional, gauloise, plutôt gaulois et même impérial. Alba est dès le 1er siècle une ville importante. Observe Marcel Le Guay, sans égaler la splendeur d'Alpes, Orange, Nîmes ou Vienne. Sans doute faut-il mettre en rapport son essor et faire plutôt avec un fait rapporté par Pline l'ancien Solon qui avait découvert à Alba et adopté la région un plan de vigne dont la floraison passait un jour, jusqu'à son apogée au IIe siècle. Elle se développe alors sur deux pôles. Au sud, sur les terrasses d'Escouté et le théâtre au nord, dans le quartier des Bagnoles, situé près de la voie qui mène à la vallée du Rhône, au Massif central. L'époque de la christianisation de la ville est incertaine, entre la fin du 1er siècle ou celle du 2e siècle. Alba fut le premier siège épiscopal de la région. La fin du 3e siècle marque le déclin de la cité. Au milieu du 4e siècle, le siège épiscopal fut transféré d'Alba à Viviers. Le site antique est déserté. Une nouvelle agglomération se forme au Moyen Âge, à l'emplacement du village actuel. Contre le mur des cimetières juifs dans le quartier nord de Bonn, en Allemagne, se trouve un récif de la pierre tombale du premier habitant de Bonn, notamment connu, un lisonnier romain venu en 35 après Jésus-Christ de Alba les Victorium, aujourd'hui Alba la Romaine. L'inscription tombale, traduite en latin, signifie ici repose Polyxius Collidius, fils de Polyctus, de la région de Voltina, né à Alba, soldat de la première légion, décédé après 25 ans de service à 48 ans. Installée sur une voie de communication reliant la vallée du Rhône au Massif central, la ville antique dépourvue d'enceinte s'étend sur 30 hectares, circonscrite par les néopoles de Saint-Martin, 1er siècle et 2e siècle après J.C., au sud-est, et de Saint-Pierre, 2e et 6e siècle après J.C., à l'ouest. La ville est organisée à partir de deux voies majeures, qui coupent à l'angle droit, l'une orientée nord-sud, le Cardo Maximus, et l'autre ouest-est, que l'on présume d'être le Decamus Maximus, selon un réseau de routes perpendiculaires. Le Cardio Maximus, pavé de grandes dalles, large de 5 mètres et longue de plus de 300 mètres, part dans la rive et aboutit au centre monumental qui longe. Un troisième axe, long de 170 mètres, a été mis au jour au nord de la ville, orienté nord-ouest-sud-est, et reliant le sud au sanctuaire de Bagnoles. Il témoigne de l'existence d'un séma urbanis antérieur, au 1er siècle, avant notre ère, qui organise toute la partie orientale de la ville. Le périmètre de la ville est évalué à 4 km. L'évaluation de la population reste cependant extrêmement difficile. Son approvisionnement en eau se fait par 4 aqueducs, depuis les sources, situés sur le versant du massif du Coron. Les vestiges de l'un d'entre a été découvert, dont une domus, un puits domestique, attestait l'utilisation simultanée de la nappe phréatique. Des tuyaux en plomb ou en bois permettaient la distribution de l'eau. Un système d'égout maçonné assure l'évacuation.
Cardo et d'Humanus étaient notamment équipés d'un égout latéral qui recueillait les eaux usées au pluvial, collectées par de nombreux caniveaux. Le quartier que l'on appelle aujourd'hui de Bagnoles est là où a été repérées les premières traces d'habitat sur la plaine d'Alba. La ville antique est partie de ce quartier, dès le 1er siècle avant notre ère, et s'est ensuite étendue sur le lieu-dit du palais, autour du centre monumental. Au nord de la ville antique, alors qu'elle se développait, s'est situé un sanctuaire gallo-romain, important, un habitat populaire, construit en matériaux périssables, terre, bois, et vraisemblablement une activité artisanale ou commerciale, au cours du 1er siècle après JC. Son sanctuaire s'agrandit et accueille le culte impérial, soulignant l'alliance des Helvers à l'empereur et leur complète intégration à l'Empire romain. En 1992, la statue d'un empereur Devinici a été retrouvée. Le quartier est relié au centre monumental par une voie prosonielle qui longe ensuite le centre monumental par l'est. Toutefois, dès le IIIe siècle, des traces d'abandon et de réutilisation des pierres du sanctuaire sont avérées, signe d'un début de décadence. Au nord, un édifice à vocation publique, composé de 4 ailes à portique, est construit autour d'un grand jardin, avec 2 bassins. Le portique s'ouvre sur des exèdes semi-circulaires ou rectangulaires. Jusqu'au milieu du IIe siècle, l'exède monumental, composé d'une salle voûtée, comportant une moquette latérale habitée de mortier de Tullio, se situait à l'est. Des modifications surviennent par la suite. L'aile nord se monumentalise et un bassin d'agrément est créé. La fonction de cet édifice public, quadriportique, est toute comme l'édifice au nord, du centre monumental obscur. Un premier édifice datant du Xe siècle est situé au sommet du centre commerce monumental, en bordure du Cardium Maximus. Sa fonction pourrait être en rapport dans le cadre de la vie économique et religieuse de la cité, avec les corporations. Une inscription probablement du 1er siècle, trouvée sur un sarcophage, remploi ultérieur dans le quartier Saint-Pierre, en énuméré 4 drapiers, ouvriers du bâtiment, ulticulaires et fournisseurs de bois pour les constructions,
qui semblent toutes en relation avec le commerce du vin. Ces corporations témoignent, sur cette inscription, de leur puissance économique et politique de la cité. Ce bâtiment public, qui devrait être magnifiquement décoré, pourrait être attribué. Le bâtiment se compose de 4 ailes ouvrant sur un jardin avec un bassin central. À l'origine, 3 ailes à portique s'ouvraient sur le jardin, la partie étant fermée par simple mur qui fut transformé 30 ou 40 ans plus tard en dernière aile à portique. L'exèdre monumental à l'est, plutôt à l'ouest, est épaulé par des salles annexes, axées sur le prolongement du jardin. Le forum est composé de 2 espaces, la Era Publica, donc public, au nord, et la Era Sacra, religieux, au sud. La Era Sacra est composée de 2 édifices à portiques qui sont construits en enfilade, du sud au nord. Le portique sud, dont le décor apparaissait soigné, placages de marbre, colonnes de calcaire tendre, sol de mosaïque à décor géométrique noir et blanc, et une galerie couverte qui ouvre sur la cour. Un temple, un vestibule et une grande salle datant du Xe siècle se trouvent au centre de la cour. Une niche circulaire faisait face à l'entrée, au sud de ce temple, invisible aujourd'hui. Une basilique à la fois tribunal à la place des sens commerciaux a été découverte. Les portiques nord entourent une cour et un bâtiment, grande salle prolongée par une aptisse axiale qui peut recevoir l'administration municipale, la curie, répondant à la nécessité de compenser la pente du terrain. Un hypoportique, sous-sol constitué de structures de piles et à poudre, a permis à un niveau d'utilisation mais a été remblayé à la fin du 1er siècle. À l'angle nord-ouest du portique, l'arc de cette porte d'accès demeure visible. Un réseau complexe de canalisation a été découvert en 1966, à 40 mètres au sud de la voie d'Allée, à l'endroit où la route nationale 102 traverse le ruisseau de la Théodule, ou du Palais. La canalisation principale qui part du lit du ruisseau se dirige d'abord vers le sud, puis tourne à angle droit vers l'ouest. Sa largeur est de 60 cm, sa hauteur de 70 cm. Au départ, puis dépasse rapidement 2 mètres. La construction est d'une remarquable qualité. Petit appareil soigné par les parois, voûte en berceau marçonné avec les pierres placées au centre. De petites ouvertures sont percées dans le mur de gauche pour permettre l'infiltration des eaux. Sur les murs de droite sont aménagés de petits canaux secondaires, assurant leur évacuation. La première partie de la canalisation principale est coupée à niveau inférieur par une autre galerie dont la voûte est formée d'éléments architecturaux, de réemploi, fragments de colonnes et de dalles. Sur l'une d'entre elles, également de réemploi, figure l'inscription de la dédicace d'une adduction d'eau par le particulier à l'origine de sa construction. L'ensemble servait peut-être à récupérer les eaux de la crue du ruisseau et à les restituer par irrigation pour renforcer les nappes phréatiques et assurer une alimentation plus abondante et plus régulière des pluies. Au sud-est, à 150 mètres du forum, sur la limite de la ville, le théâtre est traversé par
le ruisseau du Massacre. Seuls 3 exemples de théâtres situés sur les cours d'eau sont connus dans le monde romain. Partiellement exhumé entre 1932 et 1935, il est aujourd'hui dégagé. Les fouilles ont révélé que son développement s'était fait en 3 états successifs. Le plus ancien théâtre, de forme polygonale, est de 50 mètres de diamètre et une construction légère, gradins en terre et planches de bois. N'occupe que la rive droite du ruisseau qui se trouva par la suite canalisé. Il datait de la fin du 1er siècle avant JC et serait ainsi l'un des théâtres les plus anciens de la Gaule narbonnaise. Une première reconstruction fut opérée au plus tôt entre 430 et 45 après JC. Le théâtre est alors remblai selon une forme semi-circulaire, d'un diamètre de 68 mètres. Un franchissement du ruisseau canalisé est réalisé. Une seconde reconstruction date du début du IIe siècle. Le théâtre se développe alors sur les 2 rives du ruisseau, la cava et l'orchestra, occupant la rive droite, l'espace scénique enjambant le ruisseau, le mur de scène se trouvant sur la rive gauche. C'est ce dernier état qu'a restitué la Restauration. Sur la rive droite du ruisseau, 4 murs demi-circulaires et concentriques, qui supportaient les 22 rangées de gradins de la cava, réservés aux sièges des spectateurs. Un seul subsiste. On y pouvait y accéder à l'intérieur par les passages voûtés, vomitoires, situés à l'arrière et desservis par les galeries extérieures, dont 5 ont été identifiées. De l'orchestre où prenaient place sur les sièges d'honneur, de 3 rangs de spectateurs privilégiés, demeurant plusieurs grandes dalles en demi-cercle. Au pied des gradins, l'orchestre et une transition avec l'estrade où évoluaient les acteurs, installés sur une couverture de bois du ruisseau. Sur la rive gauche du mur de scène, front Sénéa occupe toute la hauteur du théâtre, 12 mètres. Il était décoré de colonnes carolingiennes et de niches où se trouvaient des statues. 3 portes par lesquelles les acteurs accédaient aux coulisses y étaient percées. À l'arrière de ce mur, un jardin était bordé à l'ouest d'un portique. Le théâtre, dont le diamètre est de 68 mètres environ, pouvait contenir environ 3000 spectateurs. Ces termes fouillés entre 1965 et 1966 ont constitué au sud-ouest de la ville antique et à l'entrée du village moderne d'un ensemble de 5 salles alignées du nord au sud. La salle 1 devrait constituer le vestiaire. Au même niveau, la salle 2 présente à l'est un bassin de plan tribolé, revêtu de plaques de marbre, et à l'ouest, une petite baignoire était vraisemblablement une salle froide. Les 3 dernières salles manifestent la présence de pipettes carrées, supportant les sols entre lesquels circulait l'air chaud. À l'ouest de cette dernière salle, une autre salle rectangulaire, en contrebois de 3 marches, devait avoir fonction de salle de service. Au nord-est du bassin tréfied, un autre bassin isolé et de construction plus grossière semble avoir été utilisé comme réservoir. Selon les dimensions des salles, il s'agirait plutôt de bains privés que de bains publics. Les monnaies retrouvées dans le ballium datent de la fin du IIIe siècle et de la première moitié du IVe siècle.
Le ballium avait été construit dans le courant du deuxième ou troisième siècle et détruit vers le milieu du quatrième siècle. Le site et son sanctuaire se trouvent à moins d'une centaine de mètres au nord des thermes. Il semblerait qu'il soit composé de bâtiments à usage artisanaux ou agricoles et d'habitations plus modestes. Des habitations luxueuses ont été découvertes furtivement en 1967, au sud-est de la ville, près de la rivière Lescouté, au sud de la nationale 102, dont un 100 appartement à Monsieur Delozrin. C'est sur ce site qu'ont été découverts parmi des objets divers: lampes à l'huile, monnaies, ossements d'animaux. Les vestiges plus anciens, fragments d'amphores et de céramique d'importation italienne. Céramique carpathienne. De grandes maisons sont séparées par une rue en forte pente d'orientation est-ouest, bordée de caniveaux couverts de dalles calcaires. La première maison, maison 1 ou maison sud, est composée d'un prestyle et des jardins ornés d'un bassin rectangulaire abysside et d'un puits d'une profondeur de 10,5 mètres et de 13 pièces reparties sur 1250 mètres carrés et 2 étages, où ont été découvertes 9 mosaïques. Le trichylium salamangé, situé au centre du prestyle, dans l'axe du bassin, est précédé d'un couloir dont le sol est mosaïque. Toutes ces mosaïques datent, selon les critères stylistiques, de la première moitié du deuxième siècle après JC, sont constituées d'un décor géométrique noir sur fond blanc, quelquefois orné d'une discrète polychromie. Une petite pièce encore partiellement pourvue de son dispositif de chauffage par l'hypocause a également été repéré. Un portique dont il demeure plusieurs bassins de piliers longeaient la maison du côté de la rue. La seconde maison, maison 2 ou maison nord, dont l'alignement ne respecte pas celui de la rue, a livré des mosaïques plus tardives, datant de la fin du deuxième ou au début du troisième siècle, époque des Cerbères. Sur l'une d'entre elles, découverte en 1967, qui couvrait un seuil de porte ou le sol de la salle à manger, donc le trichylium, figurent des portions d'eau douce, perches, truites, peut-être une transe ou une carpe, et des coquillages d'une variété de moules, de rivières. Les fouilles du site entreprises par Delarbre en 1945 ont été poursuivies de 1964 à 1976 sous les directions successives de messieurs Leglé, Tourinck et Luxois. Des débris de marbre et de fresques et de tessons de poterie datent du 1er siècle ont été retrouvés dans ces couches les plus profondes, vestiges de première construction selon les hypothèses suggérées par les découvertes effectuées en 1966. 3 monuments se seraient ensuite superposés de l'Antiquité au Moyen Âge. Un premier monument, vraisemblablement assez important, daterait selon un fragment d'inscription de la fin du IIe siècle. Au début du IIIe siècle, règne de 7e Sévère. Il demeure une dalle bordée d'un caniveau, plutôt d'un dallage. 3 murs parallèles déterminant un portique de largeur de 3,50 m, couvrant sur une salle d'une profondeur de 5,90 m et d'un bassin. Voilà.
Un autre édifice apparaît au sud, à un niveau légèrement supérieur, de dimension modeste, 16,9,5 mètres. Son pan carré se prolonge, dans son axe ouest-est, par une salle débordante, surélevée, de 5 mètres de côté. Le monument semblait constitué en martyrium, transformé ensuite en église, divisée en 3 nefs. Cette église est précédée sur le côté nord d'un corridor d'allées de 2,5 mètres de large, au-delà du seuil d'une cour d'allées menée à un baptistère. Au nord, une église plus grande orientée ouest-est, forme de plusieurs nefs et d'allées, fut sans doute plus tard la cathédrale d'Alba. 3 niveaux de tombes ont été repérés sous le dallage. Des tombes de tradition romaine, sous tuiles assemblées en forme de toit. Des sarcophages caractéristiques de l'époque mérovingienne. Sur le dallage, d'autres tombes datant du Moyen Âge. Plus au nord, un prieuré s'est installé au IIe siècle. La chapelle de 20,5 mètres sur 4 mètres, composée d'un narthex, un nef et un chœur, a subi par la suite de nombreux remaniements, jusqu'à la déconstruction partielle au XVIe siècle, puis l'abandon au XVIIe siècle. À Saint-Martin, une villa suburbaine indique un passage de la ville à la campagne. Un cimetière gallo-romain a été révélé tout juste au sud de la nationale 102, de l'emplacement de l'église et du cimetière médiéval. Sur la périphérie de la ville, au nord-est, il semble que d'autres villae, exploitations agricoles et habitations, jardins, portiques, bandeaux, mosaïques et de fresques, se situent dans le quartier de la Plaine. Merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt.